Conférence Cardam pour ce deuxième jour du CIMI, de l'espace flexible à l'espace intelligent. Vaste programme. Repenser la fluidité du travail. Depuis le post-Covid, les entreprises ont massivement adopté des environnements de travail flexibles et pourtant il y a une nouvelle forme de projet qui se fait jour et que je ne connaissais pas, les reshuffle. On va regarder ça avec vous. C'est réorchestration d'espace qui représenterait entre 30 et 50% du chiffre d'affaires des aménageurs d'espace. Ça, vous allez me dire si c'est une légende urbaine ou pas. Du coup, on se demande si c'est vraiment flexible ou s'il faut toujours remettre le couvert. Les objectifs de cette conférence sont multiples. L'idée, c'est de comment transformer cette contrainte en opportunité, comment piloter la fluidité plutôt que la subir, comment faire de la flexibilité un atout durable pour les entreprises, mais aussi pour les investisseurs immobiliers. On va essayer de réunir experts de Cardam et clients aussi de Cardam pour décrypter ces leviers. J'ai la chance et l'honneur de recevoir Agnieszka Boulaïev-Chazelle, j'espère que j'ai bien dit, magnifique, directrice des services immobiliers chez Orange. Élodie Gay, directrice Design and Build à Paris pour Cardam. Et Pascal Zerates, directeur général pour Cardam Digital. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Agnieszka, on va commencer par vous pour voir un peu les attentes des clients sur les cahiers des charges que vous voulez, vous, pour avoir des espaces vraiment flexibles. Quels sont un peu vos critères prioritaires pour tout ce que vous menez en fait et pour ces fameux reshuffle, parce que vous en avez quelques-uns, paraît-il. Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous et de partager avec vous, en effet, l'expérience d'Orange en France. Sur le projet des réaménagements immobiliers. Donc en effet, chaque cahier des charges commence par une expression de besoin que nous travaillons avec les occupants. Donc nos occupants, c'est nos salariés, mais qui sont en effet redispatchés dans les différentes divisions d'Orange Group sur le territoire français. Et donc on a deux prismes que nous analysons à chaque fois. Donc il y a un prisme métier, qui bien évidemment est primordial, et le deuxième prisme, c'est le prisme de la performance d'occupation. Parlons d'abord du prisme métier. Donc on commence d'abord par un modèle d'occupation qui fait sens. Qu'est-ce qui fait sens en fait pour nos métiers? C'est les synergies que nous pouvons créer en fait entre les activités. Ça veut dire quoi? Que nous travaillons par univers, et donc en effet nous favorisons la proximité entre les activités qui travaillent autour notamment de la relation client, autour de la partie technique. Donc vous voyez, en fait, donc, à chaque fois, c'est aussi un enjeu de raconter l'histoire du projet immobilier qui doit réunir les collectifs. Donc ça, c'est le premier aspect, donc les synergies métiers. Après, il y a une histoire d'harmonie dans l'occupation des espaces. Donc bien sûr, il y a l'univers client technique autour du business, mais derrière, en fait, il y a aussi l'histoire de cohabiter l'espace entre les différents profils. Donc nous avons les univers qui sont plutôt bruyants, donc notamment les conseillers qui sont au service client, qui sont sans cesse au téléphone. Et de l'autre côté, nous pouvons avoir des univers silencieux, donc exercés par le métier comme les data analysts, où on a besoin d'avoir plutôt en fait un espace de confidentialité où on peut se replier et donc travailler en mode tranquille en fait sur le projet. Donc bien sûr, en fait, c'est aussi une indication, faire attention à ce qu'on fait une bonne cohabitation, mais tout en respectant les synergies métiers. Et après, on rentre dans les spécificités qui sont en lien pur et dur avec les indicateurs RH. Donc, bien sûr, l'évolution des effectifs. Chaque programme immobilier, je parle en fait de l'expérience chez Orange, il découle d'un schéma directeur immobilier territorial, notamment d'une ville. Je vois l'équipe qui travaille notamment sur le schéma directeur très, très conséquent à Rennes, et Cardam nous accompagne en fait sur ce projet qui va durer 5 ans. On a 3 phases en fait, c'est très conséquent. C'est le deuxième bassin d'emploi pour nous. Alors, en effet, on ne peut pas se tromper en fait sur la cible. Vous voyez comment on livre en fait le premier projet, la première phase dans 3 ans. Il faut que le produit soit bien taillé. Donc on investit et il faut qu'on investisse le bon montant pour le bon nombre d'occupants avec en effet le modèle qui va bien. Et donc ça nécessite en fait une implication forte de RH pour simuler en fait la déformation des effectifs, mais aussi, attention, la transformation de nos métiers. Donc il y a les deux. Bien sûr, en fait, nos métiers aussi évoluent avec toute la transformation technologique, sociétale. Et donc, je finis avec un autre facteur, c'est en effet le prisme. Dans ce prisme en fait métier, c'est tout ce qu'on appelle en fait
le profil, le descriptif de profil. Donc, est-ce qu'on marie en fait le profil nomade, expert, sédentaire, et c'est ça, c'est juste en fait cette analyse complète autour de synergie métier qui nous donnera un bon modèle d'occupation du bâtiment qui rentrera dans le prisme de la performance d'occupation, puisque notre performance d'occupation, elle se réfère à notre socle d'aménagement qui définit en effet le ratio. Donc le ratio, ça parle à tout le monde, j'ose espérer. Donc voilà, donc autour de l'environnement de travail dynamique, avec en effet l'offre globale qui varie entre 1,4 et 1,6 positions de travail par salarié, je parle en fait pour le global, et en effet le taux de partage aujourd'hui en moyenne que nous ciblons à 0,6. Voilà. Mais ça veut dire que vous avez un cahier des charges type que vous allez plugger un peu dans toutes les implantations d'Orange en France, en Europe et pourquoi pas dans le monde? Absolument, oui. D'accord, mais est-ce qu'il y a des arbitrages entre flexibilité, coût, contraintes réglementaires? Parce que là, c'est une équation à multiples inconnus. Alors moi, déjà que 2 plus 2, j'ai du mal. Mais ces arbitrages, en fait, passent par notamment le business plan. Donc, chaque schéma directeur, donc avec le programme qui rentre dedans, et derrière, en fait, modélisé avec les chiffres. Bon, moi, je dirais, en fait, c'est la partie la plus facile. Travailler sur un fichier Excel, c'est un bon début. Après, on va parler par la suite de l'appropriation de ces usages de ce programme. Donc, bien évidemment, il y a des arbitrages. C'est jamais en fait une équation facile, hein. Là, je parle en fait juste de la partie métier et performance d'occupation, mais n'oublions pas que dans un bon schéma directeur, dans un bon programme de réaménagement, il faut marier à la fois les critères métiers, bien évidemment sécuritaires, environnementaux, financiers, et donc à chaque fois, on pose l'ensemble de ces critères dans une analyse 360. Ce n'est jamais une équation facile. En revanche, on peut avoir des choix où on va davantage arbitrer pour générer en fait plus de valeur ajoutée en fait sur la partie RSE, d'autres pour générer en fait plus de valeur sur la partie métier. Et parfois, en effet, on va être confronté à beaucoup plus de contraintes financières. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est quand même de préserver un socle commun. Donc déjà en fait garantir pour le métier une bonne synergie. Donc sinon, on ne sait pas raconter l'histoire dans le programme immobilier et on a tout faux, on en parlera plus tard. Mais en effet, il y a un socle. Le socle, c'est autour des ratios. Si les ratios sont bons, on s'assure que d'un point de vue économique, le programme délivre et on a un payback également qui est autour de 3 ans. Et là, en effet, derrière, on se pose des questions en arbitre. Qui arbitre? Alors, c'est le DRH, c'est le DAF, on c'est a le directeur immobilier, on a c'est le une CEO. gouvernance qui est pluridisciplinaire, donc en effet, et qui réunit à la fois mon collègue côté groupe, donc directeur immobilier groupe Orange, Eric Couvier, et aussi le directeur territorial. Et c'est une gouvernance que moi je préside. On réunit en fait à la fois le représentant des occupants et le représentant de l'asset du parc. Donc en effet, c'est une décision qui doit être équilibrée entre les deux acteurs. Donc celui qui est en charge le patrimoine et celui qui doit livrer le produit qui est le plus conforme possible à nos occupants. C'est tendu ces discussions là, juste entre nous, ou ça passe crème, comme on dit? J'ai des collègues qui peuvent en témoigner. Et parfois, c'est un parcours un peu lent. Parfois, un processus décisionnel dur. Donc, témoignage peut-être sur Rennes. Rennes, encore une fois, SDIT très emblématique. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec cet acronyme SDIT, schéma directeur immobilier territorial. Donc, en effet, ça nous a pris quand même un an pour qu'on s'aligne sur un scénario dans un également contexte du challenge économique, puisque, en effet, on a aussi fait un exercice de trade-off pour challenger en fait les dépenses CAPEX au détriment en effet de certains gains OPEX. Mais ça aussi, c'est le contexte de chaque entreprise, hein, vous voyez en fait. Et qu'est-ce que vous attendez d'un opérateur comme Cardam dans la gestion des espaces aujourd'hui? Vous attendez quoi? Une dimension de conseil, ou est-ce que ça répond tout de suite à vos attentes, à vos besoins? Une forme de réactivité aussi, vous attendez? Bien sûr, si on fait appel à Cardam, d'abord en fait, c'est pour avoir un conseil, hein, donc un conseil, une expertise en fait dans la meilleure modélisation des espaces et donc des occupations pour que ça, encore une fois, que ça fasse sens. Après, moi personnellement, ce que j'attends en tant que directrice
directrice des services immobiliers, c'est d'avoir aussi des cahiers en fait, qui nous permettent d'aller plus vite. Donc flexibilité, agilité et surtout, moi j'insiste énormément sur le format plug and play. On aura de plus en plus de réaménagements. Là, pour le coup, je me réfère en fait à notre univers Orange qui est assez complexe avec un parc qui est très volumineux. Hein. Donc on a plus de 17 500 sites. Vous voyez, en fait, voilà, c'est un parc énorme, c'est 4,7 millions de mètres carrés, mais majoritairement quand même hébergé par nos infrastructures réseau. Donc l'empreinte tertiaire pure, ce n'est que un petit pourcentage en fait du parc global, avec aussi, je dirais en fait voilà des enjeux forts sur le site mixte. Le site mixte, je vous décris juste rapidement, c'est un mix qui est cohabité entre les occupants donc, qui, en effet, occupent les espaces bureaux et aussi la partie infra, réseau, en effet, pour servir nos clients. Élodie, quels sont un peu les points communs dans les cahiers des charges de vos clients? Je suppose que vous n'avez pas que Orange comme client, j'espère. Non. Et surtout, les demandes les plus récurrentes que vous avez en termes de flexibilité. Est-ce que tout le monde est aussi avancé d'ailleurs que Orange? Parce que quand même, la direction immobilière, elle est pilotée assez finement, si je comprends bien. Non, effectivement, Orange est précurseur et on travaille d'ailleurs avec eux régulièrement sur du benchmarking, sur du retour d'expérience, sur une vision prospective qui permet de se projeter à 3 ans, 5 ans, pour essayer d'anticiper justement tout ce qui peut nous arriver dans les prochaines années. Mais effectivement, les points communs dans nos différents cahiers des charges, alors déjà, effectivement, un cahier des charges sur 2 quasiment fait l'objet d'un projet de reshuffle, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de demandes de réaménagement des espaces tertiaires de nos clients. On a pour beaucoup dans ces cahiers des charges une demande de repenser les espaces en lien avec effectivement une densification, parce qu'une libération d'autres sites et donc un regroupement d'effectifs sur un site unique. On a dans ces cahiers des charges potentiellement également un accompagnement en termes de conduite du changement pour mettre en œuvre des modes de travail en environnement dynamique ou encore pour accentuer ces modes de travail en environnement dynamique. Notre enjeu à nous est de repenser ces organisations de travail, de décrypter quelles sont les organisations de nos clients d'aujourd'hui et de demain, de décrypter quels sont leurs effectifs d'aujourd'hui et de demain, les usages qui seront ceux d'aujourd'hui et de demain, pour intégrer leurs spécificités et essayer de penser des espaces qui effectivement devront être plus durables, encore plus que flexibles, pourront être même réversibles, plus qu'évolutifs. Oui, parce que vous ne pouvez pas anticiper les organisations futures des entreprises. Vous n'avez pas une capacité divinatoire. Non, on n'a pas une boule de cristal, effectivement. Par contre, on sait que effectivement, cette réversibilité dans l'aménagement qu'on va proposer, dans les solutions, même de mobilier qu'on va proposer, une façon d'avoir, par exemple, pour un seul et même espace, des usages possibles. Et à un instant T, dans une projection à 1 an, à 2 ans, on va se dire que cet espace il sera plutôt voué à cet usage-là. Mais on anticipe le fait qu'il puisse être demain une autre typologie d'espace pour répondre à d'autres organisations, à d'autres spécificités métiers. Parce que tous ces réaménagements, ça a quand même un coût financier qui n'est pas totalement neutre. C'est de l'investissement, c'est du mobilier éventuellement qu'on change, c'est des prestataires qu'on rappelle aussi pour organiser tout ça. Est-ce qu'il y a des coûts cachés, si je regarde un peu derrière, sur la non-flexibilité? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des indicateurs qui montreraient que si on ne fait pas un reshuffle, on a une perte de productivité, on a un plus de turnover, on a une sous-occupation d'espace? Est-ce qu'il y a des indicateurs comme ça qui existent? De mon point de vue, effectivement, au-delà des indicateurs financiers, on va forcément avoir des KPI extra-financiers qui vont être notamment sur le volet environnemental, mais aussi sur le volet humain, parce que l'impact humain de collaborateurs qui vivent dans un environnement qui ne correspond pas à leurs besoins spécifiques, à leur métier, pour lesquels on ne tient pas compte de l'évolution de leur métier, de l'évolution de leurs usages, pour moi, l'impact en termes de productivité, il est effectivement majeur et je pense qu'il peut être défini entre 15 et 25% en fonction des réaménagements qu'on ne ferait pas. Vous, chez Orange, vous avez des indicateurs comme ça, des KPI Oui, tout à fait. En fait, mais je commence d'abord, en fait, peut-être par le contexte. D'abord, de ne pas acter en fait qu'on va vers le réaménagement à la fois sur site pour accueillir en fait de nouveaux salariés. C'est perdre en fait, en effet, à la fois en termes de performance humaine, mais aussi économique. Et après, en fait, il y a d'autres facteurs, en fait. Je reviens, en fait, sur le terrain des jeux que moi, je représente.
quand vous avez en fait un parc qui est extrêmement dispersé, très volumineux, qui parfois héberge juste quelques occupants, et je vous parle en fait de sites que nous avons, les mini-sites, vous avez en fait moins de 20 occupants. D'abord, votre première préoccupation en tant que l'employé, c'est de garantir la sécurité en fait de ces employés. Ça veut dire que notre premier enjeu, c'est faire face au risque d'isolement. Donc ça, c'est le premier facteur. Donc un élément déclencheur, c'est d'éviter en fait l'isolement de salariés et tout risque d'isolement. Ensuite, vous l'avez évoqué, en fait, il y a tout le volet en fait performance qui est multifactoriel. Donc, bien sûr, en fait, il y a les charges d'exploitation déjà sur le site qui est mal occupé. Deuxièmement, il y a l'enjeu en fait environnemental qui, sur le site qui sont mal occupés. En fait, bien évidemment, d'un point de vue économique, on ne va pas investir autant que sur un site qui est déjà bien occupé. Donc, c'est pour cela que pour nous, ça représente un enjeu majeur. D'un point de vue humain salarié, d'un point de vue collectif métier, de ramener en fait ces effectifs en fait autour des sites vraiment que j'appelle en fait le site hub en fait pour réunir en fait nos salariés. Et en effet, l'un des indicateurs qui est phare pour mesurer en fait ce retour sur l'investissement, c'est le Net Promoter Score, c'est le fameux indicateur NPS qui permet de mesurer le taux de satisfaction de nos occupants. Donc voilà, donc c'est un indicateur que nous suivons, qui est mesuré à travers un sondage qui est semestriel. Chez Orange, nous avons également un sondage qui est annuel, qui est envoyé par notre DRH et donc sa Voice Up en fait, qui est beaucoup plus large, mais qui également intègre les aspects de l'environnement de travail. Donc nous avons en gros deux sondages en fait, qui nous permettent de croiser le regard et donc avoir le feedback de nos usagers, en fait, de nos salariés concernant en effet ces projets. Et après, bien sûr, en fait, à travers en fait, la lecture de ces indicateurs, on peut à la fois avoir les verbatims, mais aussi en fait, parfois les composantes qui nous permettent de notamment apprécier le delta tone, donc l'appréciation en termes de réactivité en fait, sur certains services, notamment le service de facility management. Et donc, encore une fois, ça c'est précieux pour un salarié qui arrive sur le site. Il veut avoir un environnement qui est performant, agréable, et en effet, même s'il y a un incident le jour J, une réactivité pour rétablir la situation. Et le NPS, il progresse du coup? Le NPS, il progresse. C'est un chemin qui est quand même lent. On a démarré du niveau en fait, qui était très très bas il y a encore 3 ans. Et aujourd'hui, en fait, on est au niveau de 6 points de NPS. Et pour vous dire qu'on a gagné quand même 15 points en 3 ans. Donc c'est un chemin quand même qui n'est pas facile, mais qui est confortant. On a pris une bonne orientation, mais attention, et là pour le coup je partage également un élément d'analyse en fait, qui peut être intéressant aussi pour vous. Chaque programme immobilier sera un succès s'il est bien accompagné. Donc vous avez parlé de change management, c'est juste en fait le facteur clé de succès primordial. On le voit quand on mesure à chaud la qualité de notre offre. Moi, ce que j'appelle l'offre, c'est notre véhicule immobilier. C'est ce qu'on livre en fait aux salariés. À chaud, s'ils ne sont pas accompagnés, s'ils ne savent pas comment utiliser en fait ce véhicule, c'est comme pour chaque matériel en fait ou chaque produit que vous recevez. Si vous n'avez pas le mode d'emploi, ça ne sert à rien. Donc, en effet, en fait, il y a un travail préparatoire et d'accompagnement en amont et pendant et après qui fait que, en effet, ensemble, on fait face en fait, à ces produits. Et en effet, en fait, le salarié et son collectif qui l'entoure s'approprient en fait mieux les usages des espaces. Et derrière, en fait, n'oublions pas, il y a la ligne managériale qui joue un rôle phénoménal parce que pour s'approprier aussi ces usages, en fait, ces espaces, il faut travailler aussi un mode de fonctionnement, un mode d'organisation qui permet, en effet, de passer de ce micro-management qui était très pratiqué, en fait, encore avant Covid, à une posture de moment fort de management, de l'intelligence collective, de la production, de la valeur ajoutée, en fait, par un collectif qui s'est réuni. Et attention, sujet aussi un peu sensible, mais très important, avec en effet l'environnement de travail dynamique. Un sujet très très important, c'est de travailler aussi l'optimisation de présence dans la semaine. Je ne sais pas si vous observez le même phénomène que nous chez Orange, mais on a en effet les 2 jours en fait, qui sont les jours préférés de tous les salariés pour être sur site.
Vous devinez le Mardi et jeudi. Mardi, jeudi, en effet, on a des pics de présence. Et en effet, si on va jusqu'au bout dans la solution de l'environnement dynamique, nous ne pouvons pas nous permettre de rester en fait à l'état, puisque derrière, on va en faire face à une saturation de sites. Et en effet, la jauge sécurité en fait, qui est fixée pour le bâtiment sera dépassée. Vous avez une politique de retour au bureau, là? On sent un petit... non, mais il n'y a pas de syndicat, là, donc il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à vouloir, en tout cas à vouloir, je ne dis pas faire, mais à vouloir faire revenir les collaborateurs au bureau. Le mouvement, il est très fort aux États-Unis, il commence légèrement à traverser l'Atlantique et on voit quelques grands comptes qui s'interrogent et qui cherchent à faire revenir de gré ou de force les collaborateurs au bureau. Il en est de même chez Orange ou... Alors, on n'est pas encore à Silicon Valley, on n'est pas encore en fait dans la posture d'Elon Musk, mais en effet, l'histoire Non, mais on peut être plus fin que lui quand même, des fois. du retour au bureau, c'est pas tellement le retour au bureau, hein, c'est plutôt rendre en fait le site attractif en fait. C'est faire venir en fait les gens pour créer quelque chose ensemble, à la fois pour encore une fois travailler en fait sur l'adhésion, mais aussi en fait sur l'appartenance. C'est ça qui est le plus important. Et aujourd'hui, l'accent que nous mettons, c'est surtout en fait accompagner l'année managériale dans l'adhésion au modèle environnement dynamique. Très clair. Pascal, je reviens un tout petit peu sur l'équation économique, il faut qu'on parle un peu dessous. Comment vous, les outils que vous développez permettent aussi de réduire les coûts, parce qu'il y a quand même des contraintes économiques pour tout le monde, tout en maximisant la flexibilité, car la flexibilité... j'ai compris qu'elle avait un retour sur investissement, mais elle a aussi le retour sur investissement et investissement. Alors quand on parle de digital, on pense tout de suite à l'investissement, à de gros investissements qui ne sont pas absorbables. En fait, aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a un vrai ROI sur le déploiement du digital dans le bâtiment. D'une part parce que d'abord la première attente des occupants, c'est pas d'avoir des outils informatiques, hein, parce que ça, je veux dire, il y a galaxie, constellation de systèmes sur le marché qui font tous à peu près la même chose. Ce qu'attendent les occupants, et je pense que vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est bien un service. Et ce service à l'occupant, mais aussi à l'exploitant, et tout ce qu'on déploie, en fait, c'est là pour servir. Servir l'exploitant, servir l'occupant. Alors, servir l'occupant... Première chose, parce que on a une équation qui est compliquée à gérer. Il faut gérer le télétravail, il faut gérer tout le parcours du collaborateur, du parking, gérer sa mobilité, gérer le fait que il va avoir telle ou telle réunion à certains endroits à un moment donné, et puis il va vouloir réserver un certain nombre d'espaces avec des collègues. Et le sujet, justement, dans le cadre du retour au bureau, parce que les entreprises poussent le retour au bureau de plus en plus, et le digital est là, justement, pour mesurer, entre guillemets, cette performance. Et donc, se magnifier l'expérience utilisateur, c'est le sujet du digital. C'est le premier sujet. Et donc, alors, le retour sur investissement par rapport à ça, est-ce qu'on peut le mesurer? Eh bien, je veux dire, quand les collaborateurs sont contents de venir travailler, eh bien, je pense qu'ils sont plus performants au quotidien. Il y a des tas de cabinets qui ont fait des études là-dessus, donc on ne va pas les citer, mais ce qui est clair, c'est qu'on réduit sensiblement l'absentéisme. Ça, c'est le premier sujet. Après, le second, c'est la partie énergétique et la gestion des fluides du bâtiment. Et ça, il faut le corréler au premier sujet. Le premier sujet, l'humain, plus important. Le second sujet, gestion des fluides, de l'eau. Alors, je ne vais pas commencer par la partie énergétique, parce que tout le monde en parle. Tout le monde parle de tas de trucs où on va pouvoir faire de l'effacement par rapport au pic de consommation, etc. Super. Après, il y a la gestion de l'eau, la gestion des fluides d'une manière générale, et la gestion des flux. La gestion de la qualité de l'air dans les bâtiments. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais la qualité de l'air dans un bâtiment tertiaire est 10 fois plus détériorée que l'extérieur. Donc il y a un petit sujet quand même quand on regroupe des équipes au même endroit. Et par conséquent, il faut corréler ça au premier, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va avoir des équipes qui ne sont pas là, pas trop là en tout cas, le lundi ou le vendredi, eh bien, on va ventiler moins, on va chauffer moins, justement pour améliorer le ROI
du système d'information du bâtiment, parce que c'est ça dont on parle. Donc on améliore le ROI là-dessus. On va regarder si on a des fuites d'eau. Il y a des fuites d'eau dans les bâtiments, et ça coûte aussi de l'argent. Voilà, et on cherche aussi à optimiser les occupations, alors pas forcément au niveau des postes de travail, mais aussi des parkings, et voir le cas échéant, quand on a des pics de trafic, entre guillemets, en tout cas des pics d'occupation du bâtiment, comment déborder dans l'environnement du bâtiment. Donc en fait, on rentre aujourd'hui dans une logique où le bâtiment est serviciel. On est dans un centre de service. Et j'ai beaucoup aimé votre retour sur le NPS parce que en fait, le retour d'expérience utilisateur est fondamental. C'est-à-dire qu'on cherche à magnifier l'expérience utilisateur, on cherche à rendre attractif le bâtiment, on veut recruter des talents, donc la localisation du bâtiment est hyper importante, on le voit bien, hein, il y a beaucoup d'entreprises qui bougent aujourd'hui dans le centre de Paris, rien que pour ça, hein, c'est-à-dire attirer des talents. Donc le sujet même du digital vient en termes serviciels et uniquement serviciels. Je ne parle pas de technologie, uniquement serviciel devient un plus par rapport à l'objectif du plan schéma directeur immobilier. Mais comment on fait on fait des immeubles bardés de capteurs et ensuite on pilote tout depuis son smartphone? Alors, c'est un peu plus complexe. Le vrai sujet, je ne voulais pas parler techno, mais si on va y arriver quand même. Le sujet de la techno est secondaire. D'abord, il faut voir une chose, c'est que, en tout cas, je suis un ingénieur de l'IT et je travaille dans le secteur immobilier depuis 6 ans. Je me rends compte que les rythmes et les horloges des deux secteurs, de l'IT et de l'immobilier, ne sont pas les mêmes. Quand on fait un plan schéma directeur immobilier, on est sur des baux, 3, 6, 9 et au-delà. Un bâtiment, ça dure 30 ans. L'informatique, vous avez des changements techno. Je ne parle pas de rupture, mais des changements techno tous les 6 mois. Et des ruptures technologiques. Là, il y en a une grosse qui arrive, hein, je tiens à vous préciser. Des ruptures technologiques à peu près tous les 10 ans. Donc vous voyez, si on ne met pas derrière tout ça une couche de service, et vous utilisiez tout à l'heure le mot opérateur, je pense que c'est bien ça qu'il faut aux entreprises aujourd'hui sur le secteur tertiaire ou dans le monde hospitalier, en tout cas dans le bâtiment serviciel. Il faut avoir des opérateurs qui font de beaux aménagements comme Cardam. Et une fois que ces beaux aménagements sont faits, comment est-ce qu'on accompagne les modifications de ces aménagements par rapport aux contraintes des occupants, à leur réorganisation, à leurs évolutions. Alors, vous parliez tout à l'heure de sites isolés, comment je regroupe mes équipes, etc. etc. Donc en fait, on est dans un monde hyper complexe et le digital est au service de la simplification de ce modèle. D'accord, mais il faut avoir d'abord une couche de service, d'abord une idée de ce qu'on veut faire, et puis ensuite, j'ai envie de dire, la logistique suivra, quoi. Personne n'a idée de ce qu'il veut faire. Personne. Ah. Aujourd'hui, tous les grands clients chez qui nous faisons, entre guillemets, du smart building, j'aime pas trop en tout cas, on fait du bâtiment serviciel. Tous ces grands clients savent une chose, c'est qu'ils ne savent pas comment ça va se passer. Par conséquent, ils réclament de la flexibilité, de la capacité d'adaptation. Et le ROI aussi du digital vient de là. C'est-à-dire que quand vous avez des solutions évolutives, holistiques, qui prennent en compte la globalité de la problématique des parcours occupants, la globalité des parcours exploitants, c'est là que le ROI existe. Si vous empilez des couches logicielles qui, d'ailleurs, à la fin, finiront par plus marcher, ou finiront aussi par se faire cyberattaquer, ça va dans les deux sens. Donc ça ne servira à rien. Par contre, si vous êtes accompagné par un opérateur de service, tout ça prend son sens. Justement, vous parliez d'une rupture technologique qui est en train d'arriver. Je suppose que vous voulez parler de l'IA. Alors l'IA, le sujet de l'IA est un sujet qui est assez ancien. Ah. Hein, je suis de l'immobilier, moi je ne suis pas de l'IT. Alors intelligence artificielle, au mieux appeler ça informatique avancée. C'est-à-dire que c'est mieux de le dire comme ça, parce qu'intelligence artificielle, je ne vois pas ce qu'il y a d'intelligent là-dedans, mais bon. Aujourd'hui, on utilise plusieurs types d'algorithmes qui permettent, une fois qu'on a constitué des grandes bases de données,
si je peux faire le dual, moi, vous avez parlé technique, je vais parler 2 minutes technique. Un bâtiment, vous savez tous ce que c'est, on est dans le salon de l'immobilier, donc vous savez d'ailleurs bien mieux que moi. Par contre, un système qui permet justement de faire fonctionner des beaux algorithmes, c'est un système avec beaucoup d'entrées et beaucoup de sorties. Et au milieu, il y a une espèce de matrice de transfert qui réclame des algorithmes compliqués. Aujourd'hui, si vous construisez un bâtiment avec un aménagement donné, eh bien, il y a plusieurs paramètres qui viennent structurer cet aménagement. Madame en parlait tout à l'heure, mais on est sur un système complexe. Vous le disiez aussi tout à l'heure, il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. La sortie, c'est la satisfaction client, enfin, la satisfaction occupant, c'est l'efficacité énergétique, c'est le pilotage des fluides, c'est l'évolutivité, c'est la cyberprotection de l'ensemble, parce que quand on smartise un bâtiment, on le cybersécurise. Aujourd'hui, sachez-le, c'est que tous les bâtiments qui ne sont pas smartisés sont des cibles terribles pour les cyberattaquants. Alors, les cyberattaquants, aujourd'hui, ils aiment les hôpitaux. Hein. Le tertiaire, c'est pas trop la mode, mais ils y viendront à un moment donné ou à un autre. Car comme vous le savez, on est quand même dans un contexte international un peu cyber-hostile, on va le dire comme ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est sur un modèle aussi complexe, c'est le terrain du développement de l'intelligence artificielle, du développement de l'informatique avancée, avec des algorithmes qui permettent de prévoir comment va se comporter le bâtiment. Aujourd'hui, on fait une présentation là tout à l'heure avec EY qui va nous expliquer tout ça, avec nos outils pour le coup. On prévoit le comportement d'un bâtiment sur un mois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a constitué la base de données sur les flux de personnes, les flux de véhicules, les flux énergétiques, la qualité de l'air, bref, toutes ces composants qu'on construit avec l'occupant, eh bien, on sait, alors les facteurs externes, hein, les grèves potentielles, le télétravail, enfin, vous voyez tout ce qu'on peut imaginer, eh bien, à un mois, on sait comment va se comporter le bâtiment. Aujourd'hui, on a un client porte-maillot qui s'appelle Murex, qui utilise à fond cet algorithme, tout simplement parce qu'il ne veut pas déménager, il a de plus en plus de consultants, et les murs sont difficiles à pousser. Donc, il modifie sans cesse ses taux de flexibilité, il modifie sans cesse ses règles RH d'occupation d'espace en fonction de ses prévisions qui sont données par ces algorithmes. Donc il est en mouvement permanent en fait. Absolument. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, on est dans un schéma qui est dynamique. Donc une fois qu'on a constitué, on va dire, le build du bâtiment, on l'entrevoit maintenant avec le run, et l'informatique avancée permet justement de prévoir ces évolutions-là, et puis après, aux aménageurs, dont le meilleur est Cardam, de réaménager au bon moment et pour la plus grande satisfaction des occupants. Dans ces outils prédictifs, il y a une marge d'erreur, il y a une certaine tolérance. Aujourd'hui, on arrive à 98% de taux de fiabilité. On arrivera facilement à 100 assez vite parce que les puissances de calcul, et puis plus on modélise, parce qu'on parle de jumeaux numériques là, donc plus on a modélisé le bâtiment, alors le bâtiment, une fois qu'il est dans sa globalité modélisée, donc quand on a un jumeau numérique complètement efficient, à un mois, on sait comment va se comporter le bâtiment. C'est bluffant ça. Élodie, il y a des limites quand même actuelles là, aux outils digitaux, à l'IA. Alors j'ai compris que ce n'est pas l'intelligence artificielle, mais de l'informatique avancée. Voilà. J'aime beaucoup. Au-delà des limites, peut-être effectivement, cet enjeu technologique, technique, il est avéré. Au-delà de ces limites, moi j'aurais tendance à revenir en amont de tout ça. C'est-à-dire que si on arrivait à concevoir en amont de la construction des bâtiments, via ces scénarios, via ces algorithmes, des bâtiments qui puissent être justement plus flexibles, qui puissent proposer des solutions à terme, qui nous permettent d'avoir du câblage tramé, qui nous permettent d'avoir des dimensionnements de renouvellement d'air, qui facilitent ces réaménagements futurs, des solutions digitales qui, à terme, faciliteront ces réaménagements futurs. Pour moi, il y a un vrai enjeu amont dans ce cadre. Et puis, il y a aussi
un enjeu qui est celui de l'intelligence naturelle, qui va nécessiter d'avoir à penser à donner vie à ces bâtiments. Une fois qu'ils ont été bien pensés, comment on va les faire vivre? Comment on va faire en sorte, avec des équipes d'architectes d'intérieur, avec des prescriptions architecturales, avec des solutions de mobilier, de donner aux collaborateurs l'envie de venir, de rendre le site attractif pour qu'il ait envie de revenir au bureau, pour qu'il y trouve ce dont il a besoin et que ça réponde réellement à ses attentes, à ses spécificités de métier. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, c'est personnalisé quelque part. Est-ce qu'on arrive à industrialiser un peu ça? Je pense que l'industrialisation, elle est dans les solutions techniques. Et ensuite, il y a la pellicule, la valeur ajoutée, le supplément d'âme qui sera forcément nécessaire pour que quand même on arrive à s'approprier des lieux. Et qui sera forcément personnalisé, individualisé en fonction de l'utilisateur et de l'entreprise. Agnieszka, comment vous projetez, vous, si un jour l'informatique avancée devient l'intelligence artificielle, est-ce que vous arrivez à vous projeter dans l'évolution de vos espaces de travail dans 5 ans? Oui, oui. On a quand même quelques idées en fait de la transformation de nos espaces, mais je reviens sur ces discussions d'abord en fait autour du digital, qui est un levier extrêmement puissant. Vous avez parlé en fait de l'approche servicielle pour mieux décoder en fait et prédire en fait les usages. Vous avez abordé en fait également la puissance en fait de l'anticipation, et je voudrais quand même revenir en fait sur le fait que nous avons un enjeu de faire à la fois en amont et après cet usage en fait de l'informatique avancée, l'IA. Pourquoi? Parce qu'en fait d'abord on a le choix qui doit perdurer et qui finalement doit être encore une fois valable pour X années en fait pour l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a des usages en fait, mais qui sont limités en fait de certains outils digitaux, notamment pour trouver en fait le meilleur emplacement, mais d'un point de vue localisation par rapport en fait au domicile salarié. Donc ça, c'est en fait l'impact trajet domicile que nous étudions chaque fois quand on mène une réflexion autour de ce site. Et après, une fois le produit livré, mais vous voyez, en fait, on a déjà en fait un petit défaut, c'est qu'on ne va pas jusqu'au bout sur l'analyse de la résilience, par exemple, bâtimentaire, à travers en fait, voilà, l'analyse plutôt météo, ou voir en fait toute la transformation aussi qui nous entoure. Et après, en fait, les usages, bon, là, encore une fois, hein, et la preuve, et les équipes peuvent en témoigner, on n'est pas encore dans la prédictivité en fait totale autour du capacité maximale. Je m'exprime, on peut démarrer en fait peut-être pas totalement modestement, mais avec un nombre d'occupants sur un site cible, et on sait que c'est pas encore le potentiel maximal qu'on va exploiter. Et à partir du moment où on fait le reshuffle pour accueillir le nouveau flux, c'est là où vous touchez en fait juste en fait un sujet en fait extrêmement sensible pour nous. Ce qui ressort, c'est la qualité de l'air et en effet le parcours sonore. Voilà. Donc en fait, il faut prévoir quelque part cette démarche réversible en fait de l'aménagement. Et en effet, les espaces de demain, c'est les espaces notamment réversibles, flexibles et encore plus collaboratifs. Donc ça, c'est d'un point de vue humain et performant d'un point de vue économique et environnemental. C'est ça ce que nous envisageons. Et notamment, nous, dans une démarche complètement avant-gardiste par rapport en fait, au modèle actuel chez Orange, on peut également viser une ouverture à l'écosystème externe pour faire du cross-business à travers ce véhicule immobilier. Comment ça se traduit ça au sein d'un immeuble? Il faut le suréquiper quelque part parce que du coup en termes de capex, là je prends ma casquette d'investisseur. En ce moment j'ai pas envie de remettre forcément beaucoup de sous dans un immeuble. Comment on anticipe ça? Parce que si vous voulez jouer sur la qualité de l'air et sur le bruit, il faut vraiment travailler énormément à l'intérieur de l'immeuble. Comment on fait ça? Effectivement, à un moment donné, ça a forcément un coût. C'est un coût à dimensionner en amont. C'est parfois des vases communicants et ça dépend des situations. Mais c'est des coûts qu'on va engager en premier lieu
et effectivement que l'utilisateur aura moins à engager en second lieu et ça pourra faciliter les reshuffles, ça pourra faciliter le temps engagé par les équipes pour justement piloter tous ces reshuffles, ça pourra faciliter la mise en place au quotidien et ces temps longs qui sont ceux des reshuffles, parce qu'en site occupé, ça peut durer, là on vient de finaliser l'opération sur Orange Bridge, 18 mois pour intégrer 600 personnes. Ah oui, sur un immeuble qui est quand même assez conséquent. Sur 10 000 m², sur les 36 000 m² qui sont alloués aux espaces tertiaires. Donc oui, c'est conséquent, mais, ouais. mais c'est des temps longs, très longs. Et là-dessus, c'est le locataire, l'utilisateur qui paye. Oui. Bah oui. Le bailleur, il ne veut plus, une fois qu'il a signé son 369. Tout ce qui se passe à l'intérieur, en fait, maintenant, c'est bien évidemment, c'est pas que maintenant, c'est bien évidemment l'occupant qui prend en charge et donc le locataire, en fait, qui doit supporter en fait les dépenses supplémentaires. D'autant plus, en fait, c'est nécessaire de travailler en fait sur cette anticipation et en effet, en fait, le scénario maximaliste qui permet en fait de passer à l'échelle. Donc pour moi, un de leviers en fait pour éviter le surcoût et surtout en fait mieux anticiper, c'est de travailler sur les standards et surtout en fait à l'échelle du bâtiment. On en a parlé en fait déjà il y a 2 ans chez Orange. On reste très attaché en fait à notre micro-zoning qui est basé sur les territoires, donc finalement qui nous bride, qui fait que notre parcours il est encore très limité et très horizontal, alors que si on veut se libérer en fait des contraintes et se projeter en fait dans les capacitaires maximales, il faudra penser en fait au parcours vertical en fait à l'échelle du bâtiment et donc pour permettre d'un côté en fait avoir en effet les standards qui peuvent répondre aux différents profils métiers sans oublier effectivement les espaces spécifiques de toute manière qu'il faut garantir pour supporter le business comme les showrooms, comme les salles maquettes parce que c'est ça qui fait vivre aussi l'entreprise et derrière en fait servir nos clients. Mais voyez en fait passer à l'échelle avec un référentiel qui permet les standards et passer en fait sortir quelque part arrêter les limites en fait et baisser les frontières. Je reviens un tout petit peu en arrière. Qu'est-ce qui a changé avant et avec le Covid dans la manière de repenser les espaces de bureaux? On a l'impression que tous les espaces communs sont devenus la norme, ce qui était avant l'exception, qu'on est passé quasiment de 1/3 de salles de réunion à 2/3. Que des salles de réunion du conseil qui peuvent accueillir 30 personnes où on fait un one-to-one en Teams pendant qu'il y en a 3 équipes qui attendent derrière. C'est ça qui a changé, c'est ça qui va changer. Est-ce que demain, si on refait l'inverse, si on, avec l'informatique avancée, on commence à discuter avec son ordinateur, c'est quand même pas facile de discuter avec son ordinateur quand il y a 50 personnes autour de soi, donc on a peut-être besoin de s'isoler. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce risque de refaire ce qu'on avait fait il y a 10 ans? Mais en fait, moi, je vais répondre, mais moi ce que je constate, c'est que les collaborateurs reviennent pour travailler avec leurs collègues. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on a une explosion du nombre de salles de réunion et les gens ont besoin de se retrouver. Après, si c'est pour arriver au bureau et faire ce qu'ils peuvent faire chez eux, bon, autant qu'ils restent chez eux. Ça diminue l'empreinte carbone du quotidien et puis... voilà, on en reste là. Et le digital permet aujourd'hui de fluidifier tout ça et de mettre en accord le fait qu'on soit en télétravail, en flex office, qu'on ait des réunions et qu'on ait d'autres moments au sein de l'entreprise qui permettent justement de magnifier cette expérience collaborateur. Donc c'est inscrit en fait, ça ne changera pas. L'immeuble de bureau de demain, ça sera un immeuble presque événementiel. Ce sera un immeuble serviciel qui embarque tout ce qui est optimisation énergétique et qui embarque tout ce qui est cyberprotection de l'ensemble. Ça c'est important la cyberprotection parce qu'aujourd'hui c'est dans le radar des entreprises. Vous, je suppose que oui, parce que vous êtes en première loge, mais dans toutes les autres entreprises, il y a cette dimension ou cette inquiétude autour de la cybersécurité. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le bâtiment intelligent, entre guillemets, on va dire, se banalise au niveau des systèmes d'information des preneurs, et non pas des bailleurs, mais des preneurs. Et ça va devenir une application, alors même si c'est compliqué, mais ça va devenir une application comme un ERP ou un CRM ou quelque chose de ce type-là. Et la cyberprotection est mécaniquement embarquée dans le modèle.
On ne peut pas déployer un système d'information sans cybersécurité, c'est impossible. Ça, c'est clé, c'est l'un des premiers critères chez C'est Orange. absolument clé, hein, en effet. En fait. Et, bon, bien évidemment, déjà, une partie de nos activités se repose sur ce business cybersécurité. N'oublions pas que notre secteur en fait, manipule les données confidentielles. On a aussi des contrats très confidentiels. Donc, bien sûr, en fait, la cybersécurité en fait, est très, très importante. Et par ailleurs, en fait, quand on construit nos schémas directeurs, nous analysons également tous ces critères sécuritaires, à la fois sécurité humaine, donc physique, et aussi sécurité bâtimentaire. Donc, absolument intégré en fait. Et ce qui a changé, j'utilise en fait pour illustrer un verbe, c'est décloisonner. Nous avons décloisonné nos espaces depuis Covid. Ça, c'est compatible avec la cybersécurité, comme la porosité d'un immeuble de bureau qu'on essaye de mettre avec l'environnement extérieur, comme la volonté de faire de plus en plus d'événements, d'événementialiser le bureau. Tout ça, c'est compatible avec la sécurité, qu'elle soit cyber ou pas d'ailleurs. C'est parfaitement compatible parce que, comme l'évoquait Madame, quand on regarde le sujet du bâtiment comme un sujet serviciel, la cybersécurité est systématiquement embarquée. Quand aujourd'hui on se dit on va rendre un bâtiment intelligent en mettant une GTB dedans, la cybersécurité est complètement occultée et ce bâtiment est complètement hackable. Nous aujourd'hui on voit des systèmes d'information, enfin des GTB installés. Les mots de passe, c'est soit le nom de l'entreprise, soit GTB, soit le nom de l'exploitant. Là, on couvre 80% de l'accessibilité des bâtiments aujourd'hui sur le tertiaire quand ils ont une GTB qui est exploitée, c'est-à-dire à peu près 7% du parc. Donc en fait, rendre ce bâtiment intelligent, c'est le rendre cyber-protégé. Et pour un opérateur d'infrastructure vitale comme Orange, c'est le chemin obligatoire. Ouais, on part de loin quand même, j'ai l'impression. Hein. Pas mal le mot de passe GTB. Hein. Ça va aller très vite. C'est pas mal. Il nous reste 5 minutes si vous avez des questions. Moi, j'ai des micros, des jambes et je peux me déplacer. Oh, ils n'ont pas de questions. Bon, il faut qu'on conclue. Si on a 3 messages clés à retenir pour les directions immobilières et services généraux, ça serait lesquels ? Alors, de mon point de vue, au-delà de 3 messages clés, ce serait peut-être 3 mots-clés. Composante, capitalisation et confiance. Composante parce qu'on l'a évoqué, les données d'entrée, qu'elles soient humaines, qu'elles soient techniques, elles sont essentielles au bon déroulement d'un projet, à son cadrage. Capitalisation parce que ces datas sont essentielles. La capitalisation de nos propres équipes qui connaissent les sites, leurs potentialités, leurs contraintes pour aider à ces réaménagements est essentielle. Et confiance, parce que la confiance partagée avec ses clients nous permet de mener à bien et de faire en sorte que ce soit des réussites. Pascal ? Oh, c'est facile ça. Expliquez, vous avez 2 heures. C'est la seule façon de réconcilier l'horloge du bâtiment avec l'horloge de la technologie. Oui, j'ai cru comprendre qu'on était à quelques fuseaux horaires là. Agnieszka. Alors pour conclure, donc 3 messages de ma part. Personnellement, donc de 1, transformer l'outil de travail immobilier en expérience de travail. Donc travailler sur le change management, sinon on ne va pas y arriver pour vraiment apprécier en fait l'environnement dynamique. Des 2, passer en fait à l'échelle, donc avec les standardisations et le concept réversible, pour avoir justement le reshuffle à moindre coût. Et 3e, c'est anticiper avec les outils nécessaires. Donc il faut qu'on se dote des outils qui nous permettent d'anticiper toute la partie enjeux des transformations sociétaux ainsi que sécuritaires et environnementaux. Donc anticipation, transformation, accompagnement. Ça c'est très clair. Merci beaucoup. Merci infiniment. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation et bon salon Simi.